Hello, everybody. It's working. Bonjour à toutes et à tous. Ah, tout fonctionne, parfait. Merci beaucoup. Bonjour. Merci à vous toutes et tous d'être ici, d'avoir été ici au Forum de Paris pour la paix. Comme vous le savez, il s'agit de nouvelles coalitions pour la paix, la planète et les personnes, pour davantage de diplomatie dans un monde en transformation. À la Palais de Chaillot, à la Cité de l'Architecture, la Cité du Patrimoine, qui se gère le Parvis, le Musée de l'Homme, qui a abrité les scènes 1AC et au musée avec les tables rondes 3 et 4, 3, et ensuite au Musée de la Marine, la table ronde 2, où nous sommes ici. Ensuite, on a Aurélie Clémente Ruiz, directrice du Musée de l'Homme, et Violaine Bugeaud, directrice des relations publiques et du protocole au Musée de la Marine. Nous sommes ravis également d'avoir abrité une session co-organisée avec FM et FID. Et nous avons son représentant, le président et l'éditeur en chef de CNN World. Justin va commencer, ensuite il y a Mark Thompson, puis Aurélie et Violaine prendront la parole. Et ensuite, nous aurons environ une demi-heure pour répondre à vos questions. Vous pouvez vous exprimer en français ou en anglais et vous avez des casques à votre disposition pour ce faire. Vous avez dû avoir un casque lors des différentes sessions et vous pourrez ainsi écouter l'interprétation en français ou en anglais. Je vais passer la parole à Justin. Merci, Evan. Je vais continuer en anglais, comme ce sera plus simple pour Marc et Nishant. Désolé pour les francophones dans la salle. Je pense que ce sera plus simple, mais je serai bref. Je voulais vous dire que pendant 2 jours, nous avons parlé d'une planète qui souffre, d'une paix souvent mise à mal. Celle-ci disparaît et les gens ont besoin de plus de gouvernance. C'est ce que nous avons essayé de faire sur ces 2 journées. Nous avons célébré les 10 ans de l'accord de Paris. Nous n'avons pas vraiment célébré. On a tenté de se concentrer sur les manières les plus efficaces d'en faire une réalité. Nous savons qu'il y aura un dépassement. On est proche du dépassement de notre de l'objectif que nous voulions atteindre, les 1,5 degrés Celsius, mais essayons de ne pas dépasser les 2 degrés Celsius. Et je crois que nous avons fait des progrès, des divers appels ont été faits, notamment en matière de méthane. Comme on le sait, c'est encore pire que le CO2 pour le climat. Et bien qu'il n'y avait pas une annonce révolutionnaire, les discussions ont été très fructueuses au sein des tables rondes hier matin, mais également dans les événements parallèles. En guise de préparation pour la COP 30 de Belém. On a parlé également de solutions fondées sur la nature et on a entendu le point de vue des présidents de la COP qui se sont réunis à plusieurs reprises, tel que demandé par la présidence brésilienne de la COP, Laurent Fabius pour la COP 21 et André Correa do Lago pour la COP 30 et la COP 24, la COP 22, COP 29 également. Et c'est intéressant car ce sont ces personnes qui ont donné leur point de vue de l'intérieur. Et on a également parlé d'autres problématiques sur la planète, de très bonnes discussions sur les minéraux critiques. Je crois qu'il y a une session qui est en train de se terminer juste à côté d'ailleurs. Il y a eu également les nouvelles coalitions pour la paix et les personnes, pas seulement la planète. Donc on s'est concentré sur la paix et ici, il vient d'avoir une session sur le conflit israélo-palestinien, ou plutôt la société civile israélo-palestinienne. Cette table ronde a réuni 150 Palestiniens de la société civile et 150 Israéliens de la société civile afin de défendre la solution à 2 États.
Et l'objectif étant d'accompagner le cessez-le-feu qui vient d'être atteint grâce à aux efforts de M. Trump. S'il réussit à résoudre cette situation, peut-être bien qu'il mériterait son prix Nobel de la paix. Mais l'objectif est bien évidemment d'éviter toute souffrance inutile, mais le réel prix serait de trouver une solution durable. Et hier, on a entendu un ancien Premier Ministre et un ancien ministre des Affaires étrangères palestinien, Al-Kidwa. Et nous avons une table ronde ici en nous concentrant sur la politique palestinienne et la société civile palestinienne. Nous avons essayé d'encourager cette discussion pour veiller à ce que les derniers 5 points du plan de Trump traitent de la fin de l'occupation et d'une voie vers la liberté pour les Palestiniens. Nous allons avoir une conférence sur la région des Grands Lacs également. Et il y a des choses qu'on fait ici au niveau de l'intégration régionale. On a également abordé les Balkans, 10 ans après l'accord de Paris. Et hier, sur l'Ukraine, il y a eu plusieurs sessions qui ont été dédiées à l'Ukraine et aux politiques européennes vis-à-vis de ce pays pour que nous puissions partager de plus en plus ce poids sur les épaules de l'Ukraine. Enfin, je vais donner la parole à Marc. Il va nous parler du plat principal concernant la gouvernance, l'intégrité de l'information. Comme vous le savez, c'est une thématique qui a été abordée depuis 2018, depuis les prémices de ce forum, avec le forum sur l'information et la démocratie. Et je me souviens qu'à l'époque, Macky Sall, Justin Trudeau, le président Macron et quelques autres acteurs d'Amérique latine et d'Asie s'étaient réunis. Et nous avons maintenu cela grâce aux Reporters sans frontières également. Mais Marc vous en dira plus. Et j'aimerais terminer par vous dire un mot sur les technologies, qu'il s'agisse d'IA pour le développement, avec la dernière table ronde qu'on a entendue ici. Le Forum de Paris pour la paix a largement contribué à la réussite du sommet sur l'IA en février cette année. Et notamment avec un objectif clé, l'IA vue par les pays du Sud. Je n'aime pas trop l'expression les pays du Sud, mais parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est un bon raccourci. Et ce qu'on a obtenu, c'est de voir comment on peut faire de tous ces outils, ChatGPT, Chatbot, etc., des outils pour l'éducation en faveur de la médecine. Comment en faire des cas d'études concrets qui vont améliorer les vies de ceux qui sont moins connectés ou pas connectés du tout encore, les centaines de millions de personnes qui pourraient tirer profit de l'IA dans leur smartphone. Donc, comment se faire en Afrique, mais pas seulement. Les Indiens vont bientôt organiser un sommet de l'IA et il aura lieu à Delhi en février l'année prochaine. Et on a également parlé de l'IA des enfants, de la sécurité. Monsieur Benjo était un expert en sécurité de l'IA et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il nous en a parlé. Je vais m'arrêter ici avant de passer la parole à Marc. Ce
une méthode multi-acteurs. Il y a des gouvernements qui sont présents ici, mais il ne s'agit pas d'un sommet gouvernemental. Il s'agit d'un forum multi-acteurs, multipartite. Il y a des agences de développement, des ONG, des sociétés, des fondations, des universités et bien d'autres catégories de personnes qui se rassemblent dans des coalitions pour rendre ce monde quelque peu meilleur de façon très modeste. Nous évaluons l'impact. Nous pensons que nous avons un impact, pas seulement en se rassemblant tous les ans, mais également grâce aux travaux que nous menons tout au long de l'année. Notre service politique travaille durant toute l'année sur ces nombreuses problématiques. Et le moment du forum est toujours un fait saillant pour mettre ça en avant, mais pour surtout réunir des gens pour agir ensemble collectivement. Je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais je serais ravie de répondre à vos questions, notamment sur l'impact que nous essayons d'avoir et l'impact que nous avons, je pense. Marc, vous avez la parole. Merci, Justin. Une bataille fait rage à travers le monde, notamment au niveau de la désinformation. Et ces 2 derniers jours, à Paris, je crois que nous avons avancé en matière d'information. Et j'aimerais commencer par remercier Justin et tout le monde au Forum de Paris pour la paix. Merci de nous avoir donné cette plateforme qui nous permet de nous rassembler. Et merci d'avoir mis en place cette atmosphère multipartite. Cela permet d'avancer, de faire des progrès. Et j'aimerais remercier les représentants de ces 2 musées ici présentes. Merci pour ce haut lieu dans lequel vous nous avez accueillis. Ça a été merveilleux pour réseauter, pour nous retrouver, pour les réunions bilatérales, pour les tables rondes, etc. Donc, un merveilleux environnement dans lequel évoluer. Et c'est vraiment un environnement qui fait écho. Donc, merci encore. Mais j'aimerais notamment remercier le Forum. Ça fait 7 ans maintenant déjà, où on en est à la 8e édition, et on voit que les personnes les plus puissantes à travers le monde se réunissent ici dans cet état d'esprit. Et on a l'impression que les étoiles s'alignent. Je suis le co-président de IFPIM, un fonds qui soutient et crée un avenir durable pour le journalisme à travers le monde, dans de nombreux pays. Et Loana est la directrice générale d'IFPIM. Elle est à côté de moi. Si vous avez des questions difficiles à poser, mais je vais vous donner une idée de ce qui se passe. Vous le savez déjà, il y a des conférences de haut niveau sur l'information et l'intégrité. L'IFPIM a été l'un des organisateurs aux côtés du Forum pour l'information et la démocratie. Il y a eu beaucoup de chiffres. Le président de Macron en France, pour d'autres chefs d'État et de gouvernement, le président Mahama du Ghana, le président Sandu de la Moldavie, le Premier ministre Pachinian et le Premier ministre Rama. Ces 5 leaders ont fait des déclarations, des appels passionnés et très intéressants auprès des personnes ici rassemblées. Donc des appels au monde pour que les gens se lancent dans cette bataille en faveur de l'information et de l'intégrité. Je suis très reconnaissant envers leur leadership. Le président Sandu a dit hier: on va parler des travaux de notre organisation en Moldavie. L'IFPIM ne fait pas que renforcer le journalisme, mais également la démocratie. Et cela établit un lien entre les citoyens qui peuvent avoir accès à un journalisme en lequel ils ont confiance. Donc, ils peuvent se baser sur les faits qui leur sont rapportés. Donc, c'est le lien entre ceci et les éléments fondamentaux d'une société démocratique. De plus, hier, 29 pays ont adopté la déclaration de Paris sur l'action multilatérale pour l'intégrité de l'information et des médias indépendants. Ce document est disponible, vous pouvez le consulter. Nous pensons que d'autres pays vont signer cette déclaration dans les heures et les jours à venir.
On l'espère. C'est la première fois qu'autant de pays ont adhéré à une telle déclaration d'une telle ampleur. C'est une déclaration qui engage les signataires de ces pays. Pour commencer à traiter l'accès à une information fiable et à un journalisme indépendant comme un bien public, de manière civique, de manière culturelle et de manière constitutionnelle, il est important d'avoir un soutien public en plus des appels au secteur privé et à l'innovation. Dans la déclaration, on souligne la nécessité d'avoir une action collective davantage et d'avoir le soutien de l'IFPIM également, puisque nous avons été le bras financier de cette coalition. Donc, des investissements sont en train d'être faits en matière d'information à une période où beaucoup de fonds sont injectés dans la manipulation d'informations pour créer de la désinformation, de la fausse information. Ensuite, la République française a annoncé un soutien financier renouvelé pour l'IFPIM et s'est engagé à investir 10 millions d'euros pour la prochaine phase stratégique du fonds. L'IFPIM a 3 ans d'âge, mais nous avons déjà fourni un soutien financier à 120 agences médiatiques différentes aux 4 coins du monde. Mais ce nouveau soutien financier de la France va aider l'IFPIM à passer à l'étape suivante. On va pouvoir avoir 130 millions d'euros pour notre prochaine étape. On va pouvoir voir comment nous répartissons les fonds, comment nous pouvons mesurer le succès de nos actions. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. Mais bien évidemment, cela va nous aider. Ensuite, le Ghana a annoncé hier un soutien financier et est devenu le premier pays africain à contribuer financièrement à notre fonds. 10 bailleurs ont déjà promis un soutien financier pour renforcer le fonds. L'Espagne, le Luxembourg et la Suisse ont également annoncé un soutien hier. Nous continuons de nous entretenir avec toutes les personnes qui ont été ici durant ce forum pour atteindre ce chiffre de 130 millions d'euros dans les prochaines années. Ma coprésidente, Maria Reza, a fait une merveilleuse présentation très éloquente qui m'a beaucoup touchée. Elle a parlé des enjeux. Et le risque est notre réalité, qu'elle soit révolutionnée. Nous sommes des êtres humains, nous vivons dans une réalité. Et il est très important, lorsqu'on parle de changement climatique, que l'on prenne la réalité au sérieux. Et vous direz peut-être, pourquoi doit-on défendre l'idée d'une réalité partagée? Nous le devons. Nous en connaissons les raisons, mais nous le devons. Nous devons le faire. Car pour nous, à l'IFPIM, ça a été très rafraîchissant, ça a été une expérience très positive et j'aimerais remercier les organisateurs, mais également les délégués. Ça a été, on s'est vraiment senti soutenus et merci beaucoup pour votre réaction. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le musée de l'Homme, où une partie du Forum de Paris sur la paix a lieu, est très heureux de s'associer à ce forum. C'est riche de sens pour nous de participer à cette initiative. En effet, nous avons des valeurs en commun. Comme vous le savez peut-être, le musée de l'Homme, Museum of Humanity, en anglais, est supervisé par le Muséum d'histoire naturelle français. Ces deux entités
le forum et le musée peuvent sembler bien différents, appartenir à des mondes différents. L'un porte sur un héritage de biodiversité et d'histoire, l'autre porte sur la diplomatie et la gouvernance. Mais, comme je l'ai dit, nous avons des missions en commun, créer un futur stable et en paix à l'avenir. Des chercheurs étudient ici l'humanité dans tous ses aspects, dans son histoire, son présent, et évalue l'impact de nos actions sur la planète. Ces connaissances sont essentielles pour répondre aux besoins actuels, la perte de biodiversité, le changement climatique, la dégradation de l'environnement. Nous jouons un rôle clé dans l'entretien de ces connaissances. Ici, le Forum de Paris sur la paix fournit une plateforme pour des solutions collaboratives à des problèmes partagés au niveau gouvernemental. En rassemblant le forum et le musée, il est possible de montrer le besoin pour ces différents acteurs de travailler main dans la main. Voilà qui donne la crédibilité aux décisions internationales et cela permet de transformer les connaissances théoriques en actions concrètes. Almost finished. I didn't see the other page. I'm sorry. Now, just to say that again, together we share really common values of solidarity. J'aimerais répéter que nous partageons des valeurs de solidarité, notamment d'aide et de dialogue à une échelle mondiale. Nos institutions nous rappellent que la paix n'est pas simplement une paix négative, une absence de guerre. C'est aussi la présence d'harmonie entre des peuples, des sociétés et la nature elle-même. Merci beaucoup pour votre écoute. Yeah, good afternoon. Oui, bonjour. Lorsque l'on veut construire la paix, on parle toujours de rassembler des personnes et de les faire œuvrer de concert. Et c'est exactement l'objectif de la rénovation récente du musée. Rassembler tout type d'acteurs de la société civile, notamment, ensemble, pour partager leurs connaissances, leurs inquiétudes, pas simplement entre eux, mais le dire à toute personne qui pourrait être intéressée, donc tous nos visiteurs. Il y a une raison pour laquelle nous avons tout cet espace disponible, même au sein de l'exposition. C'est pour favoriser le rassemblement et l'action collective. Le musée de la Marine est très fier que le Forum de Paris sur la paix l'ait choisi comme structure haute du Forum. Nous sommes aussi particulièrement reconnaissants de cette opportunité d'assister à tous ces échanges sur 2 jours. Et nous en sommes d'autant plus humbles de pouvoir partager des messages si importants au quotidien auprès de nos visiteurs, comme le rôle des océans, de la biodiversité, de la sécurité, du commerce, de la science, des communications, de la liberté, des migrations, et je pourrais continuer la liste. Il semble que toutes ces valeurs soient partagées par les participants du Forum de Paris sur la paix. Le rôle clé des affaires maritimes dans le contexte actuel est démontré à la fois dans l'art et la technique ici à Paris, mais aussi dans d'autres lieux français. Nous tirons de grands enseignements, notamment dans notre exposition qui porte sur l'explorateur Magellan. Et encore une fois, nous sommes si reconnaissants d'avoir l'occasion de prendre part, en quelque sorte, à ce Forum de Paris sur la paix. Merci beaucoup. Alors, à présent, nous recevrons des questions. Elles seront interprétées dans les 2 langues. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans la langue que vous préférez. Nos intervenants sont équipés de casques, donc sentez-vous libre d'intervenir, ils pourront vous comprendre. Best to use the microphone for the recording. Yeah. Oui, vous aurez besoin du micro.
Bonjour, je m'appelle Anastasia Lushenko. J'ai une question pour les intervenants de manière générale. Si vous deviez décrire cette édition du Forum de Paris sur la paix en un seul mot, quel mot choisiriez-vous? Juste un mot, oui, la mission de Paris. Just one word. And what? Yes. Juste un mot, s'il vous plaît. Boring word, but my word would be Alors, ce n'est pas un mot très intéressant, mais je dirais productif. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que nous sommes venus, nous avons participé et nous en tirons des enseignements, plus de soutien, une déclaration soutenue par nombre de pays, une reconnaissance de la part de nombre de dirigeants de premier plan, ainsi que des engagements significatifs, des engagements forts pour l'avenir. Et je pense que ce qui s'est déroulé au sein du Forum de Paris sur la paix a été très productif pour nous. C'était un très bon événement. Déjà, il y a quelques années, dans les éditions précédentes, c'est un forum où les mots prennent corps, deviennent concrets, où des engagements financiers sont pris. Donc, ce forum était très productif. Merci. My word would be commitment. Je dirais engagement, en un mot. Parce que nous nous sommes préparés pendant des mois à ce Forum de Paris sur la paix. Et vous avez réussi. Et nous avons ressenti la force de l'engagement de tous nos interlocuteurs avec qui nous avons œuvré de manière très pratique sur le terrain. Mais même de manière pratique sur le terrain, nous avons senti la force de l'engagement de tous les participants, le sens de ces actions. Donc je dirais engagement. Dialogue. I think that Dialogue. Je pense que ce que vous avez dit sur le programme de multi-acteurs est très très intéressant et je pense que nous pouvons œuvrer pour le meilleur si nous nous rassemblons et nous dialoguons. Tiredness, I guess. I'm very tired. De la fatigue, je dirais, je suis très fatiguée. J'ai vraiment hâte de rentrer à la maison. Non, je dirais impact. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été soulignées par Marc. On aurait pu créer une conférence géopolitique, c'est très intéressant. C'est vraiment très prévalent dans ma vie. Donc, on aurait pu avoir des interventions sur la Russie, l'Ukraine, le Moyen-Orient, la Chine, les États-Unis, etc. Et on aurait pu simplement parler, inviter de grands orateurs qui sont experts des affaires étrangères. Mais nous avons des sessions qui sont dédiées à ces sujets. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de toujours avoir des actions qui ont des retombées concrètes, un impact avec des coalitions. Et cela explique pourquoi nous ne faisons pas que nous rassembler. Ce que nous voulons, c'est aussi qu'il y ait une prise de décision, un appel à l'action, une convergence de points de vue et de politique. Et c'est très difficile. Alors, je pourrais vous donner des chiffres. Il y a eu plus de 80 sessions, des centaines d'orateurs. Mais ce ne sont pas simplement des chiffres, ce sont aussi des résultats. Et très concret. Marc a parlé des 10 millions qui ont été promis par les bailleurs de fonds. Mais la convergence des politiques est importante et c'est aussi finalement la cristallisation d'une évaluation commune. Par exemple, la question de l'IA et des enfants. La coalition que nous avons bâtie, UNICEF, UNESCO, OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, le gouvernement français, kényan et 12 ou 14 autres, je crois, des neuroscientifiques, entre autres, voilà qui montre qu'il y a un diagnostic qui est posé, un diagnostic qui est le même. Le développement cérébral des enfants, le rôle de l'IA par rapport à ce développement et des questions qui se posent, qui sont très importantes. Il faut poser la question maintenant que l'IA se développe. Et nous nous rendons compte qu'il est difficile d'avoir des KPI
Mais le fait de pouvoir suivre ces données, c'est vraiment important. Et il ne s'agit pas simplement d'avoir un dialogue, c'est aussi de pouvoir converger dans notre analyse et dans les normes. Alors bien sûr, les normes sont établies par des juridictions compétentes dans les Nations Unies ou l'Union européenne, etc. Mais c'est toujours très intéressant au sein d'un forum quand il y a des échanges de pratiques et de convergence. C'est le type de travail que nous réalisons ici. Donc, nous ne sommes pas vraiment au niveau de la recherche, nous ne sommes pas au niveau de la prise de décision, au niveau de l'élaboration de politique, nous sommes quelque part au milieu de ce spectre. Nous traitons de sujets divers et variés, qui sont parfois des affaires étrangères, mais ce sont réellement les problématiques très complexes qui appellent à des solutions complexes dans notre monde. Et il me semble qu'il n'est pas très facile d'écrire à propos du Forum de Paris sur la paix, parce qu'il ne s'agit pas d'un forum de paix qui permet de faire la paix avec Monsieur Poutine, par exemple. Alors j'aimerais beaucoup qu'on puisse le faire, mais on ne peut pas le faire, donc ce n'est pas le cas ici. Il ne s'agit pas d'une conférence, ce n'est pas une conférence universitaire, un symposium. Ce n'est pas un sommet diplomatique non plus. Nous avons des chefs d'État parmi nous, mais nous sommes vraiment dans un espace intermédiaire où il est difficile d'élaborer des solutions complexes à des problèmes complexes, et nous essayons de le faire pour les minéraux critiques, pour l'intégrité de l'information, pour le dépassement d'environnement, pour la question des IA et de l'enfant et des enfants et de... Thank you so much. Et donc, en un mot, impact. Merci beaucoup. Et donc, en un mot pour vous... Thank you very much. I see questions. J'entends une question dans la salle. Je vois qu'il y a des questions ici, ici et là. Très bien, nous allons peut-être accepter ces 3 questions et ensuite nous allons y répondre. Alors tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour cette invitation. C'était une entreprise tout à fait intéressante, mais en tant que citoyenne française et en tant que créatrice de contenu indépendante, des contenus politiques et géopolitiques, je me sens obligée de vous poser quelques questions. Monsieur Weiss. Pendant le forum, vous avez dit que OpenAI joue un grand rôle et vous avez dit qu'il était nécessaire d'apporter une nouvelle vision. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux d'inviter des personnes qui se montrent critiques plutôt que simplement des personnes qui ont une approche très prudente? Est-ce qu'on répond aux questions une par une? Oui, est-ce que vous avez vu de ce qui a été écrit sur l'IA par nos intervenants, parce que il me semble qu'il y a des millions de citations pertinentes et qui ne sont pas tendres envers l'IA. Les dangers de l'IA ont bien été soulignés, même comparé à Microsoft ou avec des gouvernements. Il y a eu quand même des échanges très très intéressants. Donc, j'ai l'impression que nous avons quand même entendu des discours différents, certains notamment sur la question de sécurité liée à l'IA, ou par exemple le fait qu'il y a des sommes trop importantes allouées à la perfection des modèles génératifs et pas assez d'investissement sur ce qu'on peut réellement faire avec la technologie d'IA. Mais j'ai l'impression que nous avons quand même eu des échanges plutôt équilibrés et que nous avons entendu différentes opinions finalement. Et en tout cas, c'est toujours très intéressant. Très bien, je suis très satisfaite d'entendre votre réponse. J'ai une deuxième question. Comment expliquer l'absence d'allusion à la situation au Soudan? J'aurais bien aimé que vous ne posiez pas cette question. C'est un regret que j'ai. Nous l'avons fait l'an dernier avec M. Ibrahim et d'autres parties prenantes au Soudan. Alors, nous sommes
très sensibles aux conflits qui sont négligés. Cette année, nous nous sommes concentrés sur la région des Grands Lacs en Afrique. Ce sont des conflits qui ne sont pas beaucoup traités par les médias, notamment les médias français. Mais certains journalistes font un très bon travail en la matière. Mais il est vrai qu'on n'accorde pas un dixième de l'attention sur les conflits à ces conflits-là plutôt qu'à d'autres. Et il n'y a pas de raison d'oublier ces conflits, comme le conflit au Yémen, par exemple. Le conflit au Soudan est un sujet que nous voulions traiter, mais en fait, nous n'avions pas un angle vraiment bon. Et donc, vous avez bien raison de souligner le fait que nous n'avons pas pu traiter ce sujet-là. Et c'est très important. Fabienne, qui est notre directrice générale adjointe, a travaillé sur ce sujet pendant longtemps et sur la région depuis des années. Donc, voilà, merci. Je pense que j'ai vu une question de ce côté de la salle et ensuite quelques-unes par là. Alors nous allons commencer à ma gauche. Bonjour, je suis ukrainienne, je m'appelle Oksana Melnichuk, je suis politologue, analyste et je suis correspondante pour plusieurs chaînes de télévision ukrainiennes ici en France. Je suis réfugiée. Comme vous savez tous très bien, et c'était évoqué plusieurs fois pendant le forum, l'Ukraine se bat aujourd'hui pour la paix. On dit chez nous qu'on ne gagne pas les guerres, on gagne la paix normalement. Il faut dire qu'on ne gagne pas la guerre, et les Ukrainiens en tout cas, ils essaient de gagner de la paix aujourd'hui. Il y a quelques mots qui m'ont manqué pour mes oreilles ukrainiennes, c'est la paix juste, le tribunal international et la justice internationale. Si vous pouvez me permettre, c'est de la part de mes compatriotes, je voudrais vous souhaiter d'aborder ces sujets parce que sans cela, l'Ukraine ne voit pas l'avenir. Si on parle de l'avenir de la paix, c'est ça. Et ma question, c'est, dans le cadre de tout ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ukrainiens, parce que je vais faire quelques reportages pour les chaînes les plus importantes de la télé ukrainienne, donc ils attendent avec impatience quel est le résultat du forum. En quelques mots, qu'est-ce que je pourrais transmettre à mes compatriotes, s'il vous plaît, de votre part. Saint-Augustin disait « Il y a deux amis, la justice et la paix ». Je pense que c'est un point important que vous soulevez, qui est le fait que, en effet, si on veut une paix, notamment une paix durable, je parlais tout à l'heure du conflit israélo-palestinien, on ne la bâtit pas sur un cessez-le-feu, cette paix. Enfin si, c'est une première étape, c'est important déjà d'arrêter de se battre, que les gens arrêtent de mourir ou de mourir de faim. Mais c'est évidemment très important de prendre en compte les aspirations des populations et puis évidemment les questions de justice transitionnelle, voilà, et de réparation de guerre. Tout ça est très important. Je pense que un des panels les plus importants, peut-être pour l'Ukraine, c'était pas forcément celui de Howard Buffett sur l'Ukraine ou celui directement sur l'Ukraine. C'était peut-être celui sur l'Europe, du triangle de Weimar, parce que pour moi, une énorme part de la réponse à votre question est là, c'est-à-dire ce que l'Europe peut faire pour l'Ukraine, c'est ce que l'Europe peut faire pour elle-même, en réalité. Donc la vraie question, c'est est-ce que l'Europe peut se substituer aux États-Unis? Combien elle peut se substituer aux États-Unis? C'est pas très français, mais vous voyez l'idée. Pour l'instant, elle ne peut pas le faire entièrement. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour aider l'Ukraine en termes de intelligence, comme on dit, en termes de renseignement. Ouais, voilà, on dit comme ça. En termes de soutien sur certaines capacités critiques aériennes, etc., ou satellitaires. Mais le panel sur le triangle de Weimar avec Benjamin Haddad et ses homologues de Pologne et d'Allemagne, je pense, était important. Donc, un des messages, c'est en effet la résolution européenne qu'on a essayé de renforcer ou de fortifier pendant le forum. Je sais aussi qu'il y avait un projet ukrainien qui était dans l'espace des solutions. Et puis plus généralement, le panel sur le renforcement du droit international humanitaire avec Mirjana Spoljaric, la présidente du CICR, en présence de Jean-Noël Barrot, de José Manuel Alvarez et d'autres, c'est-à-dire les ministres français, espagnols des Affaires étrangères, sur le renforcement, sur une campagne pour essayer de dire que dans ce monde où il y a de plus en plus de conflits, on en est à 61 conflits, je crois, dont 11 guerres, il faut que le droit humanitaire soit respecté. Il l'est de moins en moins. On l'avait déjà vu dans la décennie précédente en Syrie.
On le voit maintenant en Ukraine. C'est aussi un peu le même acteur qui est en cause dans le bombardement des boulangeries, des hôpitaux, des écoles. Et donc, voilà. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est peut-être ces trois choses-là, c'est-à-dire l'Ukraine directement, le renforcement des capacités européennes et puis le renforcement du droit international humanitaire. Juste pour info, parce que je viens d'avoir l'info, puisque la question du Soudan a été posée, on m'apprend qu'il y a eu une minute de silence en solidarité avec le Soudan en scène B il y a quelques minutes. Donc, prochaine question, next question. I think I saw from you first, and then from there, and then further along. Hello. First of all, I would like to thank you very much for taking time. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps, de prendre le temps de répondre à ma question. Je suis Fabiola, je suis créatrice de contenu et de TikTok et je m'intéresse aux sciences sociales en général. Alors, le forum a choisi d'inviter des créateurs de contenu et des télévisions. Mais en 2025, on voit qu'il y a des sources d'informations qui viennent par les réseaux sociaux, qui constituent même un outil diplomatique. Et comment est-ce que vous voyez le rôle des réseaux sociaux et des créateurs de contenu à la source des sujets de débat aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les reconnaître comme acteurs géopolitiques et politiques? And obviously, if the two museum representatives also. Alors, on va voir qui veut répondre à la question. Just as others are involved in what gets recognized and not recognized. Bon, ce n'est pas moi qui décide de ce qui est inclus ou exclu du forum. Mais bien sûr, j'accepte que les influenceurs et les créateurs de contenu qui ne sont pas dans le domaine des médias classiques ou qui se servent d'autres moyens ou supports. Par exemple, ceux qui ont des comptes Substack, bon, on pourrait dire que c'est une façon assez classique de présenter des œuvres par médias, mais bon. Moi, je fais partie des médias classiques, mais puisqu'on a les réseaux qui sont parfaitement démocratisés et nous sommes des milliards à avoir un téléphone, à avoir accès, je crois que c'est une bonne idée. À mon avis, il serait utile de faire impliquer ces différents acteurs. Mais vous savez que les médias traditionnels tels que CNN ont des vidéos qui sont diffusées par les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou YouTube. Vous en avez une quarantaine ou une cinquantaine de milliers tous les jours de CNN. Et si vous réfléchissez aux politiques en matière de médias, bon, il ne faut pas penser qu'on a les médias à l'ancienne qui sont acceptables et que tout ce qui se passe par les réseaux sociaux ou par Internet constitue un risque. Bon, certes, il y a des risques, il y a des problèmes sur Internet, mais il y a des choses extraordinaires qui se font aussi sur Internet. J'apprécie plutôt votre argument. Bon, Marc a donné une réponse plutôt franche et moi je dirais que je suis un peu mitigé. Alors, j'ai demandé à Evan et à son équipe extraordinaire chargée de la communication d'inviter des créateurs de contenu et d'autres acteurs. Et là, je suis très enthousiaste pour cette approche. Mais nous savons que nous vivons une ère de l'information assez spécifique.
Alors, je ne voudrais pas contrarier Marc, mais je crois que le public de CNN, la majorité de son public est âgé de plus de 60 ans, n'est-ce pas? Bon, moi j'ai plus de 60 ans, mais moi je dirais que l'utilisateur, alors là vous parlez du public des téléviseurs, des téléspectateurs aux États-Unis. Alors, les téléspectateurs de CNN via YouTube ou d'autres canaux via Internet sont différents, mais l'idée de s'asseoir sur son canapé et de regarder un téléviseur, regarder le journal de 20 heures ou les infos de la BBC, c'est un schéma lié à des publics plus âgés, c'est clair. Les jeunes ont une diversité de médias, c'est clair. Et nous avons lancé le nouveau produit numérique il y a 2 jours et nous cherchons à quitter ces plateformes traditionnelles et d'atteindre ces publics. C'est vraiment une question très pertinente. Bon, c'est intéressant et on voit que vous êtes en train de diversifier. Mais moi, je ne voulais pas critiquer CNN. Bon, moi, je suis enthousiaste et je suis ouvert et je suis consommateur de ces contenus. Mais en même temps, nous vivons une ère où la tradition de la vérité est remise en question. On l'a vu 3 fois dans l'histoire de l'humanité, peut-être qu'avec Gutenberg, on l'a vu. Mais bon, c'est le défi que nous avons aujourd'hui et je sais que ces réseaux participent au conflit dans le monde, mais je ne dis pas que les créateurs de contenu soient négatifs. S'il s'agit d'encourager la production de médias de grande qualité qui respectent les normes, c'est très bien. Mais il ne faut pas éviter le débat qui tourne autour de la démocratisation du journaliste et du journalisme et des journalistes citoyens. Mais il faut présenter du contenu de qualité. Mais c'est un dilemme et il faut en discuter parce qu'il y a un impact sur la vie des citoyens et pas uniquement dans nos sociétés mais ailleurs. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je dirais également dans le monde des médias électroniques traditionnels d'il y a 40 ou 50 ans où vous aviez des télédiffuseurs réglementés. Bon, vous avez le côté négatif parce que vous avez moins de choix et vous n'avez pas assez de diversité de voix ou d'opinions, mais vous avez un bon contrôle de la qualité. Maintenant, nous avons plus de choix, nous avons plus de diversité dans les voix que nous entendons, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est comment avoir une approche pédagogique pour que les citoyens, les utilisateurs exercent une approche fondée sur la discrimination. Il faut réfléchir plutôt que d'allumer un poste de télévision en pensant que tout sera parfait. Vous avez un autre commentaire? Je comprends votre préoccupation concernant les risques et les excès, mais puisque ces plateformes sont à l'origine de l'opinion publique, est-ce que vous pensez que la solution est du côté de la réglementation ou de la collaboration avec les institutions et les créateurs de contenu? Qui voudrait répondre à la question? Bon, alors, nous avons la cérémonie de clôture dans quelques minutes. Bon, c'est une question très intéressante et c'est vrai, nous aurions pu consacrer une table ronde à ce sujet qui est très important pour la démocratie ou même dans le contexte de la pandémie, par exemple. C'est la question des informations.
L'homme est un animal social et les informations ne sont pas uniquement là pour nous divertir. Les informations sont centrales à notre vie et il y a des implications d'ordre politique aussi. Je ne peux pas l'approfondir aussi, mais la question est très importante. Merci de l'avoir posée. Je ne sais pas s'il nous reste assez de temps pour une dernière question. Let's take all the questions together. Bon, on va faire toutes les questions en même temps. S'il y avait plus d'emplois pour de jeunes journalistes, peut-être qu'on pourrait vérifier les faits présentés. Il y aurait une diversité de voix. Et je crois qu'il y a la position entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Alors, moi, je me demande si cette déclaration qui soutient les médias indépendants et si la question de la réglementation de l'IA, vu la menace et les possibilités de créer des deepfakes et le manque de confiance en les médias, reste un danger. Est-ce qu'il faut reconnaître ce risque? Est-ce qu'il faut réglementer? Où est la responsabilité? Rapidement, hier, nous avons parlé de la réglementation et il y a eu un accord général en faveur de la réglementation. Et si vous voulez poser la question aux entreprises high-tech, vous verrez qu'elles aussi veulent la réglementation. L'ambassadeur du Luxembourg, lors d'une table ronde aujourd'hui, a signalé qu'il y avait encore des lacunes politiques et techniques qui empêchent les gouvernements d'avoir ce contrôle comme autorité réglementaire. Mais à mon avis, l'approche réglementaire est essentielle et ce n'est pas uniquement les entreprises qui le disent, mais les décideurs politiques aussi. Et est-ce qu'il y aura moins de responsabilité s'il y a la réglementation, si on utilise les outils de manière positive? Bon, nous n'avons pas la meilleure réglementation mise en vigueur pour le moment et il faudrait le faire pour qu'on puisse tester la question de la responsabilité devant la justice. Okay. Sure. Well, let's take then from Sir and then. Merci. Je crois que les questions étaient au féminin aussi. Hein. Beaucoup de femmes ont posé des questions. Je suis heureux d'être le seul homme à poser la question. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Baudouin Yobin. Je travaille pour la télévision Tchad 24. Je viens du Tchad. Je voudrais d'abord féliciter la qualité du travail et des travaux qu'on a pu vivre ici aujourd'hui. Depuis hier, la densité et surtout le timing qui a été respecté, ça c'est à féliciter, c'est bravo pour vous. Et vous savez, il y a un chef d'État africain, à l'instar du président du Cameroun, qu'on appelle Paul Biya, qui disait que lors d'une réunion aux Nations Unies, que tous les chefs d'État sont les mendiants de la paix. Et je sais que tous ceux qui sont venus ici, c'est parce qu'ils sont mendiants de la paix. Surtout le pays d'où je viens, qui est le Tchad, qui est entouré de conflits du Soudan, du Niger, de la Centrafrique et du Nigeria avec Boko Haram. J'espère que les résolutions d'ici vont pouvoir impacter et faire changer les choses dans ce pays-là. Mais la question que je voudrais quand même vous poser, c'est de savoir, on est à la 8e édition. Et on sait très bien qu'il y a eu un certain nombre de résolutions par le passé qui ont été prises. Est-ce que vous pensez que ceux qui viennent ici au niveau du Paris sur la paix pour assister à ces conférences, qui ont des très bons discours, répercutent et exploitent les recommandations et les préoccupations qui sont prises ici? Est-ce qu'il y a un impact réel au niveau de ces différents pays? Merci.
J'ai l'impression que ça c'est quand même une question plutôt pour Justin, même si non, c'est très panélistes. Non, mais merci beaucoup pour votre question et de rétablir un peu la parité dans cette conférence de presse. Je pense que c'est très difficile de répondre. Évidemment, ça dépend des situations. Oui, bien sûr, il y a une tendance mais ça, le Forum de Paris sur la paix n'y échappe pas. De ce genre de rencontres internationales, on dit une chose et puis on en fait une autre chez soi. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est mettre des gens autour de la table qui ne sont pas forcément des chefs d'État. Souvent, on est tenté de dire il n'y avait pas tel ou tel chef d'État, etc. Moi, je préfère avoir un ministre. Je préfère avoir un directeur de cabinet, ou je préfère avoir un directeur des affaires européennes, etc., qui est là et qui est celui qui sera vraiment en charge du dossier, qui discute avec ses homologues sur un plan pas forcément technique, sur un plan politique, bien sûr, on fait de la politique ici, pour pouvoir avoir de l'impact. Et c'est vrai que souvent, des grandes déclarations qu'on peut faire en faveur de la paix, en faveur de ceci, etc., et quand on revient à la maison, on les respecte pas beaucoup. Donc j'ai pas vraiment de réponse. Oui, parfois l'impact n'est pas là et parfois c'est des belles paroles, c'est vrai, et on essaye de limiter ça au maximum, mais voilà, au moins on donne une plateforme, on donne la possibilité que ce soit fait. Puis aussi, il ne faut pas sous-estimer le rôle du langage. C'est-à-dire que des engagements qui sont pris là, surtout quand il y a la société civile derrière qui vérifie, qui fait du name and shame, peut-être que ça peut avoir un effet réel, et souvent ça a un effet réel. Merci beaucoup. Just one question about collective action. Question concernant l'action collective. Alors, les jeunes responsables de la paix sont sous pression. Est-ce que vous allez lancer des initiatives en faveur des sports, des associations de jeunes pour valoriser l'énergie des jeunes? Bon, il y a quelques années, nous avions des séances consacrées au sport, mais bon, à la conférence de presse, normalement, on dit qu'il y a trop de sujets, pourquoi pas mettre l'accent sur 2 ou 3 sujets? Et après, on nous dit, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas abordé telle question? C'est toujours un conflit entre l'idée d'avoir une vaste étendue et beaucoup de questions ou de réduire le spectre et de focaliser sur des sujets clés. Dans le passé, nous avons eu des séances consacrées au sport et des projets qui étaient très positifs et à notre avis, le sport peut être une force positive dans beaucoup de situations, dans des situations de développement par exemple. Pour le moment, nous n'avons pas de projet consacré au sport, mais nous restons ouverts à cette possibilité à l'avenir. Il faut vraiment quitter la salle, mais si vous avez une dernière question rapide. Une question pour ce Mark Thompson. Si c'est la Fondation pour les médias d'intérêt public, est-ce trop peu, trop tard, parce que la réduction de l'aide publique au développement est significative? Et quid des podcasts à majorité masculine aux États-Unis qui a facilité le travail de ces hommes politiques d'extrême droite responsables du désordre dans lequel nous nous retrouvons? Quid du financement? Il y a les jeunes et d'autres qui produisent les podcasts, Charlie Kirk par exemple, et d'autres qui sont financés par ces groupes d'extrême droite. Alors, ce sont des sommes très, très importantes. Et comment est-ce que cette fondation pour les médias d'intérêt public, comment est-ce que ça se fait qu'on s'intéresse qu'aux pays en développement et est-ce que cette fondation internationale pourrait aborder la question ailleurs? D'abord, lorsqu'on voit le niveau de besoin au plus haut niveau, c'est-à-dire on veut défendre les médias de qualité afin d'assurer les informations de qualité à travers la planète, c'est un défi absolument énorme.
Et si nous avons décidé de mettre l'accent sur les pays en développement et des sociétés marginales, je ne pense pas pour autant que nous ayons exclu la possibilité d'étendre le périmètre d'activité plus tard. Mais il faut savoir que les États-Unis ont également plus d'investissements philanthropiques dans ce domaine. Il y a de nombreux fonds, de nombreuses activités, de nombreux instituts qui cherchent à assurer la pluralité et la qualité du journalisme. Bon, les lacunes sont principalement au niveau local. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je dirais que cette situation où on a les médias numériques majorité masculine, c'est la réalité du paysage des médias aux États-Unis en ce moment. Mais je ne pense pas que ces personnes bénéficient de financement public. Je crois qu'il y a peu de financement. Bon, il y a quand même le financement privé sur le marché ouvert. Et comme vous l'avez déjà signalé, c'est fait sans doute à des fins politiques. Moi, je crois que ça serait une question à part. Mais pour nous, à la Fondation, avec PIM, nous avons un conseil d'administration à majorité féminine et des 120 bourses dans 30 pays différents. 55% de ces subventions ont été consacrées à des entreprises journalistiques, soit menées par des femmes ou à majorité féminine, ou les deux. IFPIM itself, it's a very small organization, about 30 people. Alors, IFPIM est une petite organisation. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous nous efforçons de trouver une bonne parité. Alors, le conseil d'administration et les boursiers sont de nature mondiale, diversifiée. Mais nous n'avons pas encore abordé la question du monde en développement, des pays développés, pardon. Nous avons des dizaines de millions de dollars pour faire face aux besoins d'une grande proportion de l'humanité. Nous essayons d'augmenter nos financements et d'étendre notre périmètre d'activité. Bon, nous avons besoin de fermer notre conférence de presse. Merci à tous. For anyone who wasn't able to ask a question, qui n'a pas pu poser une question, vous pouvez nous contacter à média au singulier @parispeaceforum.org. You can contact us at media@parispeaceforum.org and we'll be happy to get back in touch with you. Et nous vous répondrons. Merci.